Salut tout le monde. Ce soir, nous allons plonger là où l'histoire n'ose généralement pas trop s'aventurer. Sous les jupons, sous les brocarts et même sous les couches de jupons encore. Oui, vous êtes une femme royale au Moyen Âge, auréolée de gloire, de bijoux et de crampes abdominales pas très glamour. Vous devez briller devant la cour, mais vous portez sur vous un secret mensuel qui ne sent pas la rose. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires où vous vous trouvez dans le monde et quelle heure il est chez vous en ce moment. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. D'abord, la tenue. Vous vous tenez dans vos appartements avec l'impression que votre jupe a plus de couches que les oignons de la cuisine royale. Vous portez chemise, jupon, robe, corset, parfois deux. Chaque pli est lourd, chaud et vous rappelle que la mode n'a jamais eu la décence de demander l'avis des utérus. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines reines portaient un linge fixé directement à la taille comme protection, ou si elles se contentaient de changer de chemise plus souvent. Un luxe, certes, mais pas très efficace. Vous sentez la laine gratter contre votre peau, un frottement discret mais constant. Le tissu absorbe jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Et là, c'est la peur du drame. Une robe de velours tachée en plein repas d'État. Vous savez que tout le monde prétend ne rien voir, mais chaque œil de courtisan est un aigle en puissance. Les habits, eux, ne sont pas pensés pour se défaire rapidement. Si par malheur vous deviez changer de linge en urgence, il faudrait passer par les doigts agiles, mais parfois un peu trop curieux, de 2 ou 3 servantes. Une opération digne d'un siège militaire, sauf que là, l'ennemi, c'est votre propre corps. L'odeur est une autre histoire. Pas de parfum synthétique, juste des sachets de lavande ou de menthe cousus dans vos jupes, censés masquer les effluves. Ça marche. À peu près autant que souffler sur un incendie pour l'éteindre. On dit que certaines souveraines faisaient brûler de l'encens dans leurs appartements durant leur jour, mais c'était surtout pour rassurer leur entourage. Vous savez que la fumée ne trompe pas le nez affûté d'une servante qui connaît les signes. Petite parenthèse. Imaginez-vous, en 1432, dans une salle de banquet glaciale, les murs couverts de tapisserie, et vous assise sur une chaise dure, droite comme un piquet, alors que tout ce que vous voulez, c'est vous recroqueviller devant un feu avec un coussin chauffant, si ça avait existé. Mais non, vous souriez, vous trinquez, et vous essayez de ne pas renverser le vin rouge sur votre robe. Il se confondrait peut-être avec autre chose. Les corsets serrés sont un autre ennemi. On vous a toujours dit qu'ils maintiennent la posture et affinent la taille. Oui, mais ils compressent aussi votre ventre déjà en rébellion. Les historiens débattent encore. Corset léger ou baleiné, le confort reste discutable. Et vous, là, en plein cycle, chaque respiration est une négociation avec vos côtes. La symbolique des couleurs joue aussi contre vous. Le rouge profond est noble sur un manteau, mais désastreux quand il apparaît ailleurs. Le blanc, très à la mode pour les fêtes, devient soudain une provocation audacieuse les mauvais jours du mois. Certaines dames évitaient carrément certaines teintes, par superstition ou simple prudence, une sagesse que vous, dans votre situation, respectez religieusement. Un fait moins connu. Les coussins de chaise dans les appartements privés des femmes royales étaient souvent rembourrés de matières absorbantes, pas seulement pour le confort, mais aussi pour éviter de salir le mobilier coûteux. Discret, mais révélateur. D'ailleurs, souvenez-vous, la prochaine fois que vous verrez un siège richement brodé dans un musée, il a peut-être connu plus de cycles que de banquets. Et puis, il y a ce poids mental. Chaque mouvement, chaque révérence calculée pour ne pas attirer l'œil. Vous maîtrisez l'art de vous asseoir lentement, de vous lever avec grâce, tout en priant intérieurement pour que rien ne se soit produit en contrebas. Même vos gestes, la façon dont vous arrangez votre robe en marchant,
deviennent un langage secret entre vous et vos dames de compagnie. La vie royale, avec ses velours, ses dentelles et ses brocarts, vend du rêve, mais elle ne prévoit pas de pause pour un corps qui suit sa propre horloge. Vous marchez dans les couloirs, sentez le frottement familier du tissu et la chaleur qui s'accumule, comme un rappel permanent que, malgré tout l'or et la gloire, vous êtes toujours, avant tout, humaine. Et que, parfois, être humaine au Moyen Âge, c'est surtout une affaire de survie textile. Vous voilà assise dans vos appartements, les rideaux tirés, une bougie qui vacille, et devant vous, une petite table encombrée de fioles, de sachets d'herbes séchées et de gobelets en métal. C'est le domaine des solutions qu'on vous apporte lorsque votre cycle vous rappelle qu'il n'a aucun respect pour votre rang. Les remèdes, au Moyen Âge, sont un mélange étrange de médecine empirique, de croyances populaires et d'un brin de théâtre pour rassurer la patiente, c'est-à-dire vous. On commence souvent par les herbes. La sauge, par exemple, réputée pour calmer les flux trop vigoureux. Vous en buvez une infusion amère, tiède, qui laisse un arrière-goût de terre humide. Pas franchement agréable, mais vous gardez un visage impassible, comme si chaque gorgée vous rapprochait d'un miracle. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces décoctions avaient un effet réel ou si c'était surtout un placebo de luxe, mais peu importe. Dans l'instant, vous voulez croire que ça marche. Vient ensuite la menthe sauvage, censée apaiser les crampes. On la broie, on l'infuse, ou on la glisse dans de petits sachets que l'on porte sur soi. Ça, au moins, a un parfum agréable, et cela vous donne l'impression de vous promener avec un petit jardin secret caché dans vos jupons. Certaines reines préféraient à la cannelle et le gingembre, plus coûteux, importés par les marchands de la route de la soie. C'est l'assurance de montrer que même vos douleurs sont traitées avec des épices dignes d'un festin royal. Et puis, il y a les recettes, discutables, comme ce mélange de vin chaud et de poudre de perles, censé purifier le sang et renforcer le cœur féminin. L'effet principal, c'est surtout de vous donner envie de faire la sieste, ce qui, avouons-le, est peut-être l'objectif caché. D'autres fois, on vous conseille de faire bouillir des feuilles de framboisier et de boire le jus refroidi. Ce n'est pas mauvais, mais il faut supporter la grimace silencieuse de la matrone, qui attend votre réaction comme si elle vous avait offert un élixir magique. Certaines recettes ne sont pas pour les âmes sensibles. Imaginez une pâte faite de graisse animale et d'herbes écrasées, appliquée sur le bas-ventre. Chaud, collant et odorant. Vous vous demandez parfois si les guérisseuses n'inventent pas certaines préparations, juste pour tester votre patience. Et il faut rester immobile, car si ça coule, bonjour la catastrophe sur vos vêtements coûteux. Dans les palais les plus riches, on fait venir des médecins érudits, souvent formés à Salerne ou en Andalousie, qui citent Aristote et Galien, tout en palpant votre poignet. Ils prennent votre pouls, froncent les sourcils et déclarent que vos humeurs sont en déséquilibre, ce qui, en langage médical médiéval, veut dire qu'ils vont prescrire une saignée légère, même si vous êtes déjà en train d'en vivre une naturelle. Les historiens débattent encore pour savoir si ces pratiques aggravaient ou soulageaient vraiment les symptômes. Les remèdes ne se limitent pas à l'ingestion. Certaines souveraines font brûler des herbes dans leur chambre, non pas pour se soigner, mais pour éloigner les mauvaises influences spirituelles supposées perturber le cycle. Un parfum dense de romarin et de sauge se mêle à l'air, et même vos servantes finissent par sentir comme une bibliothèque d'herboristerie ambulante. Petit aparté. Vous vous souvenez de cette fois où vous avez demandé un remède léger à votre guérisseuse et où elle vous a tendu un breuvage d'un verre douteux. Vous avez juré intérieurement que c'était du potage de jardin mal filtré, mais politesse oblige, vous l'avez bu. 1 heure plus tard, les crampes étaient toujours là, mais au moins vous étiez trop occupé à essayer de comprendre si votre langue picotait à cause de l'ortie ou du poivre. Les remèdes ont aussi une fonction sociale. Accepter une infusion préparée par une noble invitée est une façon de renforcer des alliances. Et oui, on échange des recettes
comme on échange des bijoux. Certaines souveraines en font même un rituel mensuel. Rassemblement intime avec dames de confiance, dégustation de boissons étranges, partage de confidences et potins de cour. En arrière-plan, il y a toujours cette tension entre science et superstition. Vous entendez les chuchotements dans les couloirs. Tel remède coupe le flux, tel autre le favorise, et certains sont considérés dangereux car ils pourraient interrompre une grossesse. Vous savez que chaque gorgée peut avoir un poids politique. Dans un monde où produire un héritier est votre devoir principal, jouer avec votre cycle est une décision risquée. Et pourtant, malgré les mélanges douteux, les décoctions brûlantes et les conseils contradictoires, il y a quelque chose de rassurant dans ces petits gestes. L'eau qui chauffe dans un pot en cuivre, le parfum d'herbe qui s'élève, la chaleur de la tasse entre vos mains froides. Ce sont des moments où, derrière les murs du palais, vous n'êtes plus une reine observée par tous, mais simplement une femme essayant de passer la semaine sans trop de drame. Les lourds rideaux retombent derrière vous, isolant la chambre des regards indiscrets. Ici, ce n'est plus le domaine des courtisans, mais celui des dames de compagnie, vos alliés les plus proches, vos confidentes, vos boucliers humains contre l'embarras public. Elles savent, sans que vous le disiez, quand vos jours arrivent. Ce n'est pas un savoir appris dans les livres, mais un mélange subtil d'observation, d'habitude et de ce sixième sens que les servantes semblent développer au fil des années. La plus ancienne d'entre elles, Dame Isabeau, connaît le cycle de votre corps, presque aussi bien que le vôtre. Un froncement de sourcils de votre part, une façon particulière de tenir votre ventre, et elle a déjà discrètement modifié le programme de la journée. Une réunion avec les ambassadeurs devient soudain un empêchement de dernière minute, remplacé par un après-midi à broder dans vos appartements, entouré bien sûr de coussins moelleux et de thé fumant. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines de ces dames avaient des formations médicales rudimentaires, mais il est clair qu'elles détenaient un savoir empirique précieux. Elles savaient quelles herbes préparer, comment ajuster vos robes pour plus de confort, et surtout, comment inventer des prétextes crédibles pour justifier votre absence d'une cérémonie. Un mal de tête diplomatique ici, un léger malaise religieux là, tout sauf la vérité, qui aurait déclenché rumeurs et chuchotements. Ces secrets se transmettent à voix basse, souvent pendant que l'on coiffe vos cheveux ou que l'on resserre un lacet. Parfois, ce sont de simples codes. Une broche déplacée sur votre corsage signale à vos suivantes qu'il faudra prévoir des linges de rechange dans vos appartements privés. Un ruban noué d'une certaine façon sur votre manche indique qu'il est préférable de réduire les interactions publiques. Un langage muet, efficace et que seuls les initiés comprennent. Il y a aussi la logistique invisible. Pendant que vous souriez au banquet, l'une de vos dames fait discrètement préparer une pièce voisine, chauffée, avec une bassine d'eau tiède et des linges propres. Si vous avez besoin de vous éclipser, tout est prêt. Rien n'est laissé au hasard, car un incident mal géré pourrait devenir la conversation de toute la cour, et donc de tout le royaume. Mais ces femmes ne sont pas que des gestionnaires d'urgence. Elles sont aussi des confidentes. Assises près de la cheminée, vous partagez parfois des confidences que vous n'oseriez pas adresser à votre propre mère. Elles racontent, en échange, des anecdotes parfois croustillantes. Comment, lors d'un mariage royal, une demoiselle d'honneur a discrètement échangé sa robe tachée contre celle d'une cousine à peine arrivée, sauvant ainsi l'honneur de la mariée. Ou comment une reine a ordonné à ses dames d'écarter tous les hommes d'une pièce en prétextant que le chat royal était introuvable, le temps de se changer en paix. Vous vous souvenez d'un incident plus récent. Au cours d'une chasse en forêt, une crampe violente vous a forcé à vous arrêter. Dame Isabeau, imperturbable, a proposé d'examiner un caillou dans votre chaussure, devant tout le monde, vous permettant de vous accroupir hors de vue et de retrouver un semblant de dignité. Plus tard, vous avez ri ensemble en imaginant les chevaliers se demander pourquoi vous portiez des chaussures visiblement ensorcelées. Le rôle de ces femmes dépasse largement l'assistance physique. Elles sont les gardiennes de votre image.
Dans un monde où la force d'une reine se mesure souvent à sa capacité à incarner la perfection, elles savent que votre vulnérabilité ne doit jamais transparaître. C'est elles qui entretiennent le mythe d'une souveraine infatigable, toujours prête à présider un conseil ou à danser jusqu'à l'aube, même si, en réalité, vous préféreriez être allongé avec une compresse chaude. Certaines dames développent même un sens de l'humour complice. Lorsqu'une nouvelle venue se joint à votre entourage, il arrive qu'on lui tende un nécessaire discret, un petit coffret contenant des linges pliés, un flacon de lavande et une petite galette de cire parfumée. On l'avertit, mi-sérieuse, mi-moqueuse, que servir Sa Majesté, c'est savoir tout prévoir. C'est un rite de passage, une façon d'intégrer les novices dans ce cercle fermé où les règles non écrites sont aussi vitales que les lois du royaume. Les relations entre vous et vos dames de compagnie sont un mélange subtil d'affection, de loyauté et de politique. Elles savent que leur proximité avec vous leur donne un certain pouvoir, et vous savez que leur dévouement est une monnaie rare qu'il faut entretenir. Un mot gentil, un bijou offert, ou même un simple éclat de rire partagé suffisent souvent à cimenter cette alliance silencieuse. Dans cette intimité féminine, loin des regards masculins et des obligations protocolaires, le cycle menstruel devient moins une pire épreuve qu'une routine codifiée, gérée avec tact et complicité. Et si la cour savait à quel point sa stabilité repose parfois sur un simple chuchotement entre deux femmes, peut-être traiterait-elle ces moments avec un peu plus de respect. Mais pour l'instant, ce savoir reste entre vous, vos jupons, et quelques alliés choisis. La journée commence tôt, comme toujours, avec un serviteur qui gratte à la porte pour annoncer les visites, les audiences et, bien sûr, les obligations conjugales. Car oui, même au cœur de vos jours les plus inconfortables, le mariage royal ne s'interrompt pas toujours par délicatesse. Le lit conjugal est un terrain diplomatique avant d'être un lieu d'intimité, et il arrive que vos crampes, votre fatigue et vos envies de disparaître sous un tas de couvertures passent au second plan, éclipsés par les alliances à entretenir ou les héritiers à concevoir. Votre époux, qu'il soit tendre ou purement protocolaire, n'a pas toujours conscience, ou ne veut pas toujours avoir conscience, de votre état. Dans certaines cours, on pense même que la nature d'une reine est de toujours être disponible. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces pratiques étaient vraiment universelles ou si certains souverains faisaient preuve de plus de considération. Mais le résultat est le même. Votre corps devient un instrument politique et vos jours rouges ne sont pas forcément un motif d'excuse accepté. Et puis, il y a les obligations d'apparat. Les fêtes religieuses, les réceptions, les dîners d'État, tout cela ne se met pas sur pause. Vous voilà donc en grande robe de cérémonie, corsetée, perles et bijoux au cou, à sourire pendant qu'une douleur lancinante vous traverse le bas-ventre. Ce sourire devient un masque, un bouclier contre les regards scrutateurs qui cherchent la moindre faiblesse. Les stratagèmes sont multiples. Vous apprenez à vous asseoir légèrement de travers pour soulager la pression, à glisser subtilement une main sur votre ventre comme si vous réajustiez une ceinture. Dans les moments où la douleur devient trop intense, vous échangez un regard avec une dame de confiance et soudain, une urgence surgit, vous permettant de vous retirer discrètement. Ce peut être une missive urgente, une relique à bénir ou même la disparition mystérieuse d'un bijou. Tout est bon pour quitter la pièce sans éveiller de soupçons. Mais parfois, l'épreuve ne se joue pas dans le silence, mais dans la performance publique. Imaginez, un bal d'hiver où les ambassadeurs étrangers observent chaque pas de danse, chaque sourire. Votre cycle bat son plein et vous devez exécuter une allemande lente, en robe lourde, sous des chandeliers brûlants, tout en saluant poliment les dignitaires qui espèrent capter une faveur. Chaque mouvement est calculé pour cacher votre inconfort. Vous ne pouvez pas montrer que vos jambes tremblent de fatigue ou que votre tête tourne légèrement à cause de la perte de sang et de chaleur. Il y a aussi ces moments ironiques
où vos obligations de reine vous placent dans des situations presque comiques, comme ce jour où, lors d'une grande procession religieuse, vous portiez un manteau rouge écarlate, ironiquement parfait pour camoufler un accident, mais si lourd et doublé de fourrure qu'il vous donnait l'impression de marcher dans un four ambulant, ou ce mariage où, en pleine cérémonie, une servante devait discrètement ajuster votre jupon derrière l'autel, sous les yeux d'un prêtre visiblement trop pieux pour comprendre la nature exacte du problème. La politique n'aide pas. Dans certaines alliances, montrer que la reine est en bonne santé, comprendre, fertile, est une information que l'on laisse fuiter subtilement à l'étranger. À l'inverse, on tait soigneusement tout signe pouvant faire croire à une faiblesse corporelle. Votre cycle devient ainsi une donnée stratégique. S'il est régulier, on le présente comme une promesse d'héritier. S'il est irrégulier, on le cache comme on cacherait un trésor volé. Petit aparté, vous vous souvenez de cette fois où vous avez feint un intérêt passionné pour un sermon interminable du chapelain uniquement pour pouvoir rester assise sans qu'on vous invite à danser ou à marcher dans la salle. Les dames autour de vous étaient mortes de rire en silence, se passant le mot que, aujourd'hui, Sa Majesté est d'une ferveur religieuse exemplaire. Dans tout cela, l'époux joue un rôle central, parfois maladroit. Certains souverains acceptent de reporter une nuit d'un commun accord, d'autres y voient une insulte personnelle ou une occasion de tester votre loyauté. Vous apprenez vite que la diplomatie du lit est aussi subtile et parfois plus dangereuse que celle des conseils de guerre. Ce qui est certain, c'est qu'aucune obligation royale ne tient compte de votre confort personnel. La cour continue de tourner, les ambassadeurs continuent d'arriver, et vous, même avec des douleurs sourdes et une humeur maussade, devez rester le visage serein de la monarchie. Sous la dentelle, sous l'or et les brocarts, il y a une vérité que seuls vous et vos dames connaissez. Derrière la façade royale, chaque sourire est un petit acte de résistance. La lune monte lentement derrière les tours du palais, projetant une lumière argentée sur les jardins endormis. Pour beaucoup, c'est juste un joli spectacle. Pour vous, c'est aussi un rappel discret. Votre cycle est suivi à la fois par votre corps et par le ciel. Au Moyen Âge, la frontière entre biologie et superstition est poreuse, et le cycle menstruel d'une reine n'y échappe pas. Les astrologues de cour, souvent drapés dans de longues robes, constellées d'étoiles brodées, aiment relier vos jours aux phases lunaires. Selon eux, être réglé à la pleine lune vous rend puissante, mais capricieuse, tandis qu'un cycle qui commence à la nouvelle lune annonce une fécondité bénie par les astres. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces interprétations influençaient réellement la politique, mais vos dames savent que les mots d'un astrologue peuvent faire naître ou éteindre une rumeur en un instant. Dans vos appartements, un petit calendrier de parchemin est conservé dans un coffret d'ivoire. Il n'indique pas les anniversaires ou les jours de fête, mais vos cycles. Des points rouges marquent les débuts, des croissants d'or les périodes supposées favorables à la conception. Ce n'est pas qu'un outil médical, c'est aussi un tableau stratégique. Dans un royaume où chaque naissance potentielle d'héritier est un événement diplomatique, ce parchemin vaut presque autant qu'un traité de paix. Certains soirs, vous participez à des rituels discrets. On brûle du laurier ou de l'armoise, censé harmoniser vos humeurs avec celles des astres. On chuchote des prières ou des invocations à voix basse, pour que vos douleurs se calment ou que vos saignements ne durent pas plus que nécessaire. Parfois, une guérisseuse âgée vous tend une petite pierre polie, de la cornaline, dit-elle, pour adoucir le ventre. Vous la glissez dans la poche de votre robe, sceptique mais amusé. Et il y a les présages. Si votre cycle commence la veille d'une grande fête religieuse, certains y voient un signe que Dieu vous met à l'épreuve. S'il coïncide avec l'arrivée d'un ambassadeur, on prétend que cela annonce une négociation difficile. Le plus amusant reste cette vieille croyance selon laquelle deux femmes réglées en même temps dans le palais feraient se quereller les hommes,
comme si votre utérus avait un pouvoir diplomatique occulte. Vous vous souvenez d'un banquet où, en pleine lune, un astrologue s'est approché de vous avec un sourire mystérieux. Il vous a glissé, à voix basse, que la lune vous écoute. Vous avez levé un sourcil, puis répondu, tout aussi bas, alors qu'elle me laisse dormir tranquille. Vos dames ont failli éclater de rire, et pendant le reste de la soirée, chaque fois qu'un convive évoquait la lune, un petit sourire complice circulait autour de la table. Ces croyances lunaires influencent aussi le rythme de certaines obligations. Un voyage important? On consulte parfois votre calendrier pour s'assurer qu'il ne tombera pas sur vos jours les plus difficiles. Une cérémonie de bénédiction pour la fertilité du royaume? On attendra que vous soyez aligné avec la lune croissante. Même vos bijoux peuvent être choisis en fonction du ciel. Une pierre blanche pour la pleine lune, une pierre sombre pour la nouvelle. Bien sûr, tout cela n'a pas la précision d'un savoir scientifique moderne, mais ces traditions servent aussi à vous donner une impression de contrôle, ou du moins de prédictibilité. Dans un monde où votre corps est constamment observé, où chaque irrégularité peut devenir un sujet de rumeur, l'idée que les astres dictent vos humeurs est presque rassurante. Après tout, on ne peut pas se fâcher contre la Lune. Petit aparté. Vous vous rappelez cette nuit où, selon votre astrologue, la conjonction de Jupiter et de la Lune devait ouvrir les voies de la fertilité. En réalité, cela avait surtout ouvert la voie à un repas interminable et à un sermon de 3 heures de l'évêque. Vous avez murmuré à Isabeau. La prochaine fois, je préfère une simple tisane. Dans ces moments, vous réalisez que vos cycles, vos douleurs, vos petites stratégies du quotidien s'inscrivent dans une toile beaucoup plus vaste, celle des croyances, des symboles et des espoirs collectifs. Et même si vous n'y croyez qu'à moitié, vous jouez le jeu, parce qu'au fond, ces rituels et présages sont une autre façon de maintenir votre autorité, en laissant croire que, d'une certaine manière, vous êtes en harmonie avec l'univers lui-même. Vous connaissez ces moments où la vie publique exige une perfection de vitrine, polie comme l'ivoire, alors que votre réalité intérieure ressemble plutôt à une taverne en travaux. Voilà, vous traversez la grande salle d'audience, tapis cramoisi, débrodé, regard fixé sur vous comme des flèches immobiles. L'orchestre joue, les dignitaires s'inclinent, et votre ventre choisit cet instant précis pour vous rappeler que la nature n'a jamais signé le protocole royal. Vous marchez avec la prudence d'un funambule, pas trop vite pour éviter la chaleur et les frottements, pas trop lentement pour ne pas attirer l'attention. Les sachets de lavande cousus à l'ourlet, vous vous souvenez, font ce qu'ils peuvent, héroïques petits jardins ambulants, mais l'appréhension grimpe, perlant comme une sueur froide. Le fait historique, d'abord, dans bien des cours médiévales d'Europe, les grandes cérémonies se déroulaient debout, longtemps, parfois des heures, sous un poids d'étoffes et de bijoux qui ferait suer un saint. Les reines, comme vous, n'avaient ni protection moderne, ni confort discret. On misait sur des linges, des couches textiles et une logistique silencieuse. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines souveraines avaient fait aménager des sièges doublés de matières absorbantes lors des banquets officiels, ou si cette précaution restait cantonnée aux appartements privés. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, votre siège a été oublié par un intendant trop zélé à polir l'argenterie et pas assez attentif à l'essentiel. Tout commence par une sensation traîtresse, un infime décalage dans la mécanique de vos couches de tissu. Dame Isabeau, votre sentinelle domestique, lit votre visage comme un manuscrit enluminé. D'un signe, elle déclenche la manœuvre secrète, une suivante va chercher la relique, dans la chapelle attenante, le code pour tendre un voile de distraction. Une autre glisse près de votre chaise, comme si elle ramassait une épingle tombée. La cour ne voit rien, mais les dames savent. Les dames comprennent toujours. Hélas, les accidents n'attendent pas le bon moment, et la salle, avec ses murs clairs et son sol de pierre, adore les contrastes. Vous sentez, vous savez. L'instant est minuscule,
mais ils se gravent dans la cire chaude de l'instant. Une tache. Pas la fin du monde, pas un scandale biblique, mais assez pour qu'un page impressionnable ouvre de grands yeux. Isabeau pose sa main sur le dossier de votre chaise, vous chuchote. Un souffle d'air, Majesté? Traduction. On se lève, on avance, on couvre. Elle déploie votre manteau comme une voile, et vous glissez en avant avec la majesté d'un cygne qui préférerait être un hérisson roulé en boule. Anecdote insolite, lors d'un festin d'hiver, un de ces banquets où la viande fumée lutte contre la bise, une reine, disons anonyme, pour la paix des familles, fit porter à la hâte un coussin brodé par-dessus une petite tache malencontreuse laissée sur un banc. Le coussin était orné d'un lion rugissant. Le lendemain, les courtisans jurèrent qu'un prodige avait marqué la soirée. Le lion protège sa majesté, on l'a vu. En vérité, le lion protégeait surtout le vernis des boiseries. Depuis, quelques dames avisées commandent des coussins décoratifs à motifs animaliers. On appelle cela, dans votre cercle, un miracle de tapisserie. Vous respirez, vous avancez. Les ambassadeurs attendent un sourire. Vous offrez mieux, une posture impeccable, un manteau tiré avec art, et cette façon de faire flotter le regard au-dessus des foules comme si vous mesuriez les constellations. Merci, astrologue de cour, votre utilité réelle tient au grimoire, mais ce soir, c'est votre lexique du regard lointain qui sauve tout. Au passage, un trait d'humour pour vous-même. Premier code, rouge diplomatique, maîtrisé. Oui, vous vous autorisez une blague intérieure, sinon on s'écroule. La rumeur, elle, galope plus vite que les chevaux de l'écurie. À peine sorti, un valet aurait murmuré qu'un signe de grande vitalité a touché la reine. Quand les mots manquent, on improvise de la poésie. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces chuchotements agissaient en votre faveur. Une souveraine de sang fort, promesse de postérité, ou contre vous, une souveraine trop charnelle, poignée offerte à la calomnie. Vous savez seulement que la cour s'accroche à tout ce qui scintille, même si ce n'est que le reflet d'un petit drame textile. Après l'audience, retrait stratégique vers une antichambre. Une bassine d'eau tiède, des linges propres, l'odeur rassurante du savon, ce rare savon d'huile, cher, presque voluptueux. Isabeau vous raconte, à voix basse, l'histoire d'une duchesse qui, prise au dépourvu lors d'une bénédiction, avait simulé une extase mystique pour se laisser tomber à genoux et cacher la tache dans les plis de sa robe. Miracle, cria la foule. Miracle, oui, l'agilité d'esprit. Vous souriez, mi-compatissante, mi-amusée. Parfois, la sainteté tient surtout à un bon angle de tissu. Là-dessus, nouvelle convocation. Une déambulation dans le jardin avec un envoyé étranger. Bien sûr. Vous prenez votre manteau, cette fois doublé comme une forteresse, et marchez sur les allées de gravier qui crissent doucement. Le froid est votre allié. Il resserre, il calme, il anesthésie. Votre invité vous parle d'alliance, de port et de sel. Vous hochez la tête avec gravité, tandis que votre esprit calcule distance, banc, porte secondaire. Petite blague numéro 2, silencieuse. Si la diplomatie était une danse, ce serait un menuet entre moi et les toilettes. Sur le plan symbolique, l'accident peut paradoxalement renforcer votre aura. Le peuple, qui n'a pas vu la tache mais sans la rumeur, vous imagine plus humaine, et donc plus proche. Certaines chroniques insistent sur les signes d'humanité visibles des souveraines, une fatigue après une procession, une main posée sur le ventre, une pause plus longue près d'un feu. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces traces d'ordinaire étaient instrumentalisées par les chancelleries pour façonner une image maternelle. Vous, ce soir, n'avez rien orchestré, vous avez seulement géré l'instant, mais l'instant nourrit toujours une légende. N'oublions pas les hommes de cour, ces dramaturges involontaires.
un chambellan s'est vanté, dit-on, d'avoir sauvé une reine en déployant son manteau au bon moment. En réalité, c'est votre dame qui a tout fait. Lui n'a que suivi, tel un drapeau accroché au vent. Note mentale, offrir à Isabeau une broche en récompense, et au chambellan, un cours accéléré de modestie, ou un coussin lion, pour qu'il sache à qui revient le mérite. Vous terminez la soirée avec l'élégance d'une acrobate qui sort de piste sans trébucher. Retour aux appartements, au silence, à la chaleur d'un brasero. Le manteau glisse, la robe se défait avec cette lenteur prudente que vous avez apprise, et le monde, enfin, redevient la taille humaine. Troisième petit trait d'humour, susurré à Isabeau. On devrait décerner des blasons pour ce genre de bataille. J'y mettrai une goutte et un parapet. Elle rit sans bruit, ce rire rarissime des femmes qui savent ce qu'elles ont protégé. Au fond, vous savez que personne n'écrit les vraies pages de ce soir. Les chroniques parleront de l'ambassade, du menu, des alliances. La tâche sera un fantôme, une ombre racontée à mi-voix. Mais vous mesurez ce courage muet, celui de tenir debout, de sourire, de dérouler la chorégraphie rituelle, alors que votre corps, tranquillement, faisait valoir ses droits. Et dans ce royaume d'apparence, c'est peut-être la plus royale de vos victoires, l'art de traverser l'embarras sans céder ni la dignité, ni l'humour, ni la maîtrise du manteau bien placé. L'aube se lève sur une cour encore engourdie. Mais pour vous, la journée commence par une annonce qui vous donne envie de replonger sous les couvertures. Il faut partir. Aujourd'hui. Voyage officiel, rencontre diplomatique, pèlerinage pieux, peu importe. Le calendrier de la cour ne connaît pas la délicatesse d'attendre que votre cycle soit terminé. Et vous voilà, en plein dans vos jours les moins confortables, sur le point d'affronter les chaos d'une route médiévale. Le fait historique est simple. Voyager au Moyen Âge, même pour une reine, relevait plus de l'endurance que du luxe. Les chariots royaux avaient certes des suspensions rudimentaires et des coussins de velours, mais il restait des boîtes à secousses. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines souveraines avaient droit à des pauses supplémentaires par rapport au cortège militaire ou diplomatique. Mais dans la pratique, la route avançait au rythme fixé par les hommes d'armes, pas par les utérus royaux. On vous aide à monter dans la litière fermée, un habitacle en bois décoré, garni de rideaux. C'est là que la théorie du confort royal se heurte à la réalité. Chaque pierre du chemin, chaque ornière vous envoie une secousse dans le ventre. Isabeau, fidèle à son rôle, vous a préparé un petit coussin de laine roulé. Mais l'objet glisse à chaque soubresaut, et vous finissez par le coincer sous un genou, faute de mieux. Les pauses sont une autre épreuve. Pas de relais avec sanitaire, bien sûr, juste des clairières choisies avec soin pour préserver votre dignité. Vos dames forment un cercle autour de vous, comme une haie vivante, pendant qu'une servante déploie un tissu au sol. Le tout doit être rapide, discret et assez élégant pour que, si quelqu'un surprend la scène, il croit assister à un mystérieux rituel féminin. Anecdote insolite. On raconte qu'une reine d'Aragon, prise d'une crampe en pleine traversée de collines, a ordonné un arrêt sous prétexte que son cheval sentait la pluie arriver. Tout le cortège a attendu patiemment que l'animal se calme, ignorant que la véritable météo se jouait dans les replis de sa robe. Vous notez mentalement l'excuse pour usage futur. Même si votre monture du jour est un chariot, on trouvera bien un équivalent. Les longs trajets imposent aussi une gestion stratégique des vêtements. Les jupons sont troqués contre des couches plus simples, plus faciles à changer. Isabeau a glissé dans votre coffre de voyage un lot de linge propre, roulé et ficelé comme de petits pains. Chaque halte est une course contre la montre. Se rafraîchir, changer, remettre le corset sans froisser la robe et repartir avant que le maître du cortège ne s'impatiente. Et puis, il y a les haltes nocturnes. Les auberges qui accueillent la suite royale ne sont pas toutes dignes d'un palais. Les draps sentent parfois l'humidité,
Les matelas grincent et le feu de la cheminée s'éteint trop vite. Vous vous allongez en écoutant les bruits de pas dans le couloir, consciente que même ici, l'intimité est relative. Vos dames se relaient pour veiller, prêtes à intervenir si vous avez besoin de vous lever discrètement dans la nuit. Sur le plan politique, ces voyages sont parfois cruciaux. Vous devez arriver fraîche et digne, même si la route vous a lessivé. Les historiens se disputent encore pour savoir si les retards dus à la santé des reines étaient réellement tolérés ou simplement camouflés sous d'autres prétextes. Vous savez que tout retard attire des questions et que ces questions se transforment vite en histoires que vous n'avez pas envie de voir circuler. Petit aparté humoristique, alors que le cortège s'arrête pour la 3e fois à cause d'une roue à resserrer, vous dites à Isabeau à voix basse « Si cette roue pouvait se rompre définitivement, on pourrait peut-être rentrer. » Elle rit, mais déjà, les palefreniers crient que tout est prêt. Fin du répit. Il y a aussi cette étrange solidarité féminine qui naît sur la route. Dans les étapes de campagne, les femmes du village approchent timidement, vous offrant parfois des bouquets d'herbes ou des petits sachets cousus main. Elles ne disent pas pourquoi, mais vous devinez. Vous les remerciez comme pour un présent diplomatique, sachant que derrière chaque geste se cache la compréhension universelle de ce que vous vivez. À l'arrivée, le protocole reprend ses droits. On descend du chariot, on sourit, on prend la main de l'évêque ou du seigneur local. Et si, par miracle, vous arrivez sans incident majeur, vous pouvez savourer cette petite victoire privée. Car ici, au cœur du pouvoir et des routes chaotiques, chaque étape accomplie sans drame vaut presque une bataille gagnée. Dans le silence tamisé de vos appartements, loin des cailloux traîtres et des bancs officiels, vous passez à une autre discipline royale, l'art discret de la dissimulation. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est de la survie politique, textile et sociale. Chaque geste, chaque pli de tissu, chaque pièce de votre garde-robe est pensée pour cacher ce qui ne doit pas se voir. Le fait historique d'abord, les vêtements féminins de la noblesse médiévale étaient souvent composés de plusieurs couches superposées, ce qui, bien que lourd et peu pratique, avait un avantage inattendu. Elles pouvaient absorber ou masquer des traces indésirables. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines pièces, comme les braies adaptés aux femmes ou les linges cousus, étaient utilisés à la cour ou restaient des solutions rurales. Mais ce qui est sûr, c'est que les reines savaient exploiter la mode à leur avantage. Vous commencez par le choix des couleurs. Oubliez le blanc éclatant et les pastels délicats. Ces jours-là, le rouge profond, le brun riche ou le vert sombre deviennent vos alliés. Ce n'est pas que vous craignez un accident visible, mais disons que vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Dame Isabeau vous prépare un jupon de rechange, déjà plié dans un petit coffret, et 2 robes de sécurité aux motifs brodés denses, capables de brouiller l'œil curieux. Les accessoires jouent aussi un rôle clé. Une ceinture large et ornée n'est pas qu'un bijou. Elle attire le regard vers le milieu de votre torse, et non plus vers le bas de la robe. Les plis profonds de certaines robes, cousues exprès, créent des ombres flatteuses qui masquent tout changement de texture ou de teinte. Les historiens s'accordent à dire que ces astuces visuelles faisaient partie de l'arsenal discret des femmes de haut rang. Anecdote insolite. On raconte qu'une reine de Bohême, célèbre pour sa robe à traîne brodée, avait en réalité fait doubler l'intérieur de cette traîne avec un tissu absorbant. Non seulement cela lui donnait un port majestueux, mais c'était aussi un filet de sécurité ambulant. Vous, en entendant cette histoire, avez demandé à votre couturière d'examiner la faisabilité d'un tel dispositif, sans bien sûr en révéler la vraie raison au tailleur masculin. La posture est tout aussi importante que le vêtement. Vous apprenez à marcher avec un léger balancement qui fait bouger les plis de votre robe comme des vagues, rendant toute forme suspecte presque invisible. Assise, vous disposez vos mains ou un pan de tissu sur vos genoux avec l'air détendu d'une reine qui prend simplement la pose. Debout, vous jouez avec votre manteau, le faisant glisser nonchalamment autour de vous, mais toujours dans le but précis de couvrir les zones à risque.
Les espaces eux-mêmes deviennent vos alliés. Lors des cérémonies, vous choisissez instinctivement les sièges dont le dossier descend assez bas pour ne pas écraser les couches de tissu derrière vous. Dans les couloirs, vous marchez le long des tapisseries ou des murs, prêts à vous appuyer pour admirer l'ouvrage, si besoin. Et lors des banquets, vous préférez les coins de table, où vos dames peuvent se placer stratégiquement de chaque côté. Petit aparté humoristique. Vous vous souvenez de cette réception où un chien de chasse, trop affectueux, s'est mis à tourner autour de vos jupes. Isabeau, l'air de rien, a saisi la bête par la peau du cou et l'a éloignée avec un sourire. Ce noble compagnon s'intéresse un peu trop à Sa Majesté. Vous avez failli éclater de rire, mais vous vous êtes contenté d'un hochement digne. Cette dissimulation est une chorégraphie silencieuse, répétée jusqu'à devenir instinctive. Vous ne pensez plus qu'ouvrir, vous agissez, comme on respire. Et cette maîtrise, paradoxalement, vous donne un certain pouvoir, car vous savez qu'au milieu des regards avides de la cour, vous pouvez diriger ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Les historiens se demandent encore si cette vigilance constante ne fatiguait pas autant que les obligations officielles elles-mêmes. Mais vous sentez presque une fierté dans cette maîtrise invisible. Vous pouvez affronter un banquet, une danse, une procession religieuse, tout en sachant que chaque pan de tissu est exactement là où il doit être. C'est une victoire en continu, un petit triomphe textile à chaque heure passée sans incident. Et le soir, lorsque vous retirez enfin toutes ces couches, que le corset s'ouvre et que le jupon glisse sur le sol, vous sentez ce soulagement rare, presque euphorique. Derrière la porte fermée, plus besoin de ruse ni de posture. Juste vous, vos dames, et un silence confortable où rien n'a besoin d'être caché. Vous êtes assise dans votre cabinet, cette petite pièce à mi-chemin entre un boudoir et une salle de conseil, lorsque le médecin officiel du palais entre, l'air grave comme s'il venait d'annoncer la chute de Constantinople. Il tient son nécessaire, un coffret de bois rempli d'outils, de fioles et de rouleaux de parchemin couverts de notes. À ses côtés, une matrone âgée, mi-guérisseuse, mi-confidente, vous observe avec l'œil attentif de celle qui a vu passer plus de cycles qu'un calendrier lunaire. Le fait historique est là. Au Moyen Âge, la médecine du corps féminin était un mélange de savoir antique, de tradition locale et d'une bonne dose de spéculation. Les médecins, souvent formés dans les universités de Salerne ou de Bologne, citaient Hippocrate et Galien, tout en intégrant des croyances populaires transmises par les matrones. Les historiens se disputent encore pour savoir si leur diagnostic avait une quelconque efficacité, mais une chose est sûre, leur langage savant pouvait transformer un simple mal de ventre en déséquilibre des humeurs nécessitant intervention. Le médecin prend votre pouls, vous regarde dans les yeux et annonce que votre flux est excessivement vigoureux. Traduction probable, il n'a pas d'idée précise, mais il compte prescrire quelque chose pour montrer qu'il travaille. Vous savez déjà qu'il vous recommandera soit une tisane d'ortie, soit une saignée légère, l'ironie étant que vous êtes déjà en pleine saignée naturelle. La matrone, elle, a une approche plus pragmatique. Elle parle doucement, vous demande comment se passent vos nuits, si vos douleurs s'accompagnent de vertiges et propose un cataplasme chaud d'herbe pour détendre le ventre. Elle ne cite pas Aristote, mais ses mains sont sûres et sa présence vous rassure plus que les discours académiques du médecin. Anecdote insolite. On raconte qu'une reine de France, lassée des diagnostics compliqués, avait un jour demandé à son médecin si une promenade au soleil ne ferait pas autant d'effet que toutes vos fioles. L'homme, vexé, avait répondu que le soleil ne rééquilibre pas les humeurs. La reine avait rétorqué « Non, mais il réchauffe les pieds ». Vous avez toujours gardé cette réplique en mémoire. Les débats médicaux de l'époque tournent souvent autour d'idées contradictoires. Certains pensent que le sang menstruel nettoie le corps et doit donc être encouragé à s'écouler librement. D'autres le voient comme un signe de faiblesse qu'il faut corriger. Les historiens se disputent encore sur la proportion de médecins qui recommandèrent des purges ou, au contraire,
des fortifiants. Vous, vous êtes surtout attentive à ne pas devenir le sujet d'expériences trop aventureuses. Les consultations ont aussi une dimension politique. Accepter un traitement d'un médecin officiel, c'est reconnaître son autorité et, par extension, celle de la faction qui l'a nommé. Faire appel à une matrone ou à une guérisseuse de village, c'est montrer que vous avez vos propres réseaux d'influence. Vous jonglez entre les deux, prenant soin de ne froisser ni la science officielle, ni la sagesse populaire. Petit aparté humoristique. Il y a quelques mois, un médecin particulièrement zélé vous a prescrit un bain d'herbe bouillant pour stimuler la circulation. L'expérience fut si inconfortable que vous avez murmuré à Isabeau. Si c'est ça la médecine, je préfère encore les sermons. Depuis, c'est devenu un code entre vous. Chaque fois qu'un traitement semble douteux, elle lève un sourcil et dit « sermon ou bain ». Dans le secret de vos appartements, les matrones transmettent aussi des recettes qui ne figurent dans aucun livre officiel. Infusion de camomille sauvage, compresse tiède de fenouil, petits sachets parfumés à glisser dans les couches de jupon. Elles savent que la clé n'est pas toujours dans le remède lui-même, mais dans le soulagement qu'il procure, fût-il psychologique. Et parfois, les médecins eux-mêmes laissent tomber le masque savant. Lors d'une de vos visites, l'un d'eux, plus jeune et plus franc que les autres, vous a confié « Majesté, il n'y a pas de remède parfait, mais si vous marchez un peu et respirez l'air frais, vous souffrirez moins. » Vous avez presque souri. Un médecin qui admet ses limites est un rare trésor. En fin de compte, entre diagnostics pompeux, conseils terre-à-terre et expérimentations parfois absurdes, vous naviguez dans un univers médical où la moitié des solutions reposent sur la foi et l'autre sur l'habileté à éviter les pires idées. Et chaque fois que vous sortez d'une consultation, vous savez que, plus encore que vos douleurs, c'est votre patience qui mérite une médaille royale. Dans le calme inhabituel de la fin d'après-midi, vous êtes assise près de la fenêtre haute, un rayon de soleil effleurant les tapisseries. Entre vos mains, un petit carnet de parchemin relié de cuir, votre calendrier intime, où vos dames consignent discrètement vos cycles, vos humeurs et vos symptômes. Ce n'est pas qu'un suivi de santé, c'est un document stratégique, presque politique. Le fait historique est simple. Dans les cours médiévales, la régularité ou l'irrégularité du cycle menstruel d'une reine pouvait influencer des décisions diplomatiques majeures. Les historiens se disputent encore pour savoir jusqu'à quel point les souverains et leurs conseillers adaptèrent leurs alliances en fonction de la disponibilité supposée d'une héritière potentielle. Mais vous savez que chaque retard ou changement peut déclencher des spéculations qui traversent les murs plus vite que n'importe quel messager. Car la question centrale reste « produire un héritier ». Vos cycles sont observés, comptés, parfois même interprétés par des astrologues de cour, des médecins et des matrones. Une absence prolongée peut être synonyme d'espoir ou de crainte. Dans le premier cas, on murmure déjà sur la venue d'un prince héritier. Dans le second, on parle en coulisses d'influence maligne ou de santé fragile. Les grossesses interrompent cette horloge intime, mais elles viennent avec leur lot de risques. Dans certains royaumes, une grossesse est une période de fragilité politique. On vous protège, on vous isole, mais on surveille aussi chaque geste. Le moindre saignement peut déclencher une panique silencieuse dans la cour, car il remet en question la succession. Les histoires de reines ayant perdu plusieurs enfants avant de donner un héritier sont racontées comme des tragédies nationales et comme des avertissements implicites. Anecdote insolite. On raconte qu'une reine d'Angleterre, lassée des spéculations incessantes, avait un jour annoncé publiquement, en plein banquet, que l'astre de la fertilité prend congé cette lune-ci. L'assistance avait ri, croyant à une métaphore poétique, mais ces dames savaient très bien que c'était une façon élégante de dire « Mon cycle est arrivé, inutile d'espérer un héritier ce mois-ci ». Vous avez souvent pensé que cette franchise, habillée d'humour, était une arme rare.
Les grossesses changeaient aussi la perception du corps royal. Certaines reines cessaient toute activité publique, d'autres continuaient à assister aux cérémonies jusqu'au dernier mois. Les historiens se disputent encore sur la fréquence réelle de ces apparitions, mais il est clair que chaque choix envoyait un message, force et endurance, ou au contraire fragilité précieuse. Et puis, il y a les cycles irréguliers, qui ouvrent un tout autre chapitre de rumeurs. Les retards non liés à une grossesse peuvent être attribués à des humeurs contrariées, à des maladies mystérieuses ou même à des malédictions supposées lancées par des rivales. Dans un monde où la biologie féminine reste largement incomprise, tout devient matière à interprétation politique. Petit aparté humoristique, vous vous souvenez de ce mois où, après un retard de 10 jours, la cour tout entière semblait retenir son souffle. Les courtisans vous adressaient des sourires complices, les serviteurs déposaient des fleurs fraîches chaque matin, et puis votre cycle est arrivé, au milieu d'un sermon interminable. Isabeau vous a soufflé. Eh bien, que les fleurs servent au moins à parfumer la situation. Dans cette gestion constante entre intimité et politique, vos dames sont vos gardiennes. Elles savent quand annoncer des nouvelles, quand garder le silence, et quand détourner l'attention de la cour par un événement mondain savamment orchestré. Une chasse, un bal improvisé, un don généreux aux pauvres, autant de moyens de recentrer les conversations ailleurs que sur votre ventre. Avec le temps, vous développez un instinct. Vous sentez quand vos cycles peuvent être utilisés à votre avantage ou quand il faut absolument les dissimuler. Et dans ce jeu subtil, chaque mois est une nouvelle partie, avec ses risques, ses rumeurs et ses petites victoires silencieuses. Alors que la lumière décline, vous refermez le carnet et le glissez dans un coffret à clé. La cour peut bien spéculer, inventer, interpréter. Vous gardez la maîtrise de votre récit, aussi fragile soit-il. Et ce soir, vous savourez l'idée que, même dans un monde où votre corps est surveillé, une part de votre histoire reste à l'abri, connue seulement de vous et de vos plus proches alliés. La lumière des bougies vacille doucement, projetant sur les murs des ombres apaisantes. Vous laissez vos épaules se relâcher, sentant la chaleur douce du feu se mêler à la fraîcheur de la nuit qui s'installe. Les bruits du palais s'éteignent un à un, le cliquetis des plats qu'on range, les pas feutrés des serviteurs, le froissement des tissus que vos dames plient avec soin. Tout devient plus lent, plus tendre. Vos pensées s'éloignent des obligations, des sourires forcés et des discours. Elles se posent sur les petits moments de répit, une tasse d'infusion fumante tenue entre vos mains, un éclat de rire discret partagé avec Isabeau, le confort d'un coussin bien placé. Dans ces instants, le poids du monde semble moins lourd, comme si chaque respiration rallongeait un peu la trêve. Vous savez que demain, le cycle reprendra, pas seulement celui de votre corps, mais celui de la vie de cour, implacable et exigeante. Mais ce soir, vous vous accordez le luxe rare de ne rien faire d'autre que d'écouter le crépitement du bois et le murmure du vent contre les vitraux. Fermez les yeux, laissez les images se brouiller, les bruits se fondre en un ronronnement lointain. Ici, dans le demi-sommeil qui s'installe, il n'y a plus de cour, plus de rumeurs, plus de contraintes, juste vous, le feu et la promesse tranquille que, pour quelques heures au moins, vous êtes en paix.